Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Ilajo. On se retrouve ici tous les vendredis à 18 h pour décrypter le recrutement et découvrir à travers des entrepreneurs comment ça se passe concrètement dans leur entreprise lorsqu'ils ont un besoin d'un nouveau collaborateur. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes, Deezer, Spotify et Apple Podcasts. Et surtout, merci par avance pour votre soutien en likant et partageant notre contenu. Bonjour, je suis Gilles Mel. Je vais vous parler aujourd'hui de mon quotidien lors des entretiens candidats. Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait maintenant plus d'un mois qu'on partage le quotidien de Gilles, son métier de recruteur. Et aujourd'hui, on s'est dit qu'il serait intéressant d'aller dans le détail de ce qu'il fait concrètement quand il recrute des candidats et des candidates. Alors on va passer au peigne fin, son quotidien, et surtout il va nous donner les meilleures astuces pour vous qui potentiellement cherchez un emploi. Bonjour Gilles. Bonjour Mathias. On se retrouve donc aujourd'hui pour parler de ton quotidien de recruteur parce que je pense qu'il y a énormément de on-dit, de mythes sur le recrutement et surtout sur comment ça se passe quand tu passes du temps avec un candidat ou une candidate. Alors je vais directement introduire avec une première question. Je pense une question que tout le monde se pose. Soyons honnêtes, combien de temps passes-tu réellement à regarder le CV d'un candidat ou d'une candidate ? Alors Mathias, pour répondre à cette question, c'est très simple. Je vais déjà te donner des éléments contextuels. Globalement aujourd'hui, et selon les données de France Travail, un recruteur en moyenne passe environ 30 secondes à lire un CV. Ok, donc ça c'est la moyenne nationale. Ça c'est à peu près la moyenne nationale, c'est les données qui sont partagées par France Travail. Ok. Mais globalement aujourd'hui, les recruteurs, nous passons, et moi plus particulièrement, je passe en moyenne entre 10 et 30 secondes à lire un CV. Ok. Il est important, dès le premier coup d'œil, de voir si effectivement le CV qu'on a dans les mains peut être intéressant et correspondre aux besoins de notre client. Et si on va rapidement trouver les éléments qui correspondent à l'offre d'emploi. Et alors, parce que tu peux te le douter, quand on est candidat ou quand on est candidate, qu'on passe du temps à faire son CV, pour certains, quand on entend ça, on peut se dire mais c'est pas possible, c'est relativement faible. Alors, comment tu peux l'expliquer et qu'est-ce que tu peux dire en réponse à ces personnes qui se posent la question ? Alors, la première chose que je propose aux candidats, lorsqu'ils réalisent un CV, c'est de le partager avec des proches, avec leur entourage, de faire lire le CV par d'autres personnes et de demander à ces personnes ce qu'ils comprennent du CV et s'ils voient effectivement des choses qui vont ressortir plus facilement que d'autres. Donc il faut vraiment construire avec un mode de réflexion son CV pour dire quels sont les points sur lesquels je veux insister pour que ça apparaisse à l'œil du recruteur et où je joue sur la taille des caractères, des effets de couleur éventuellement, pour attirer l'œil du recruteur à un endroit précis sur mon CV plutôt qu'un autre. Ok, donc justement, là tu parles de ce qu'il faudrait faire sur un CV, mais typiquement, pour toi, quelle est la plus grosse erreur qu'on peut voir sur un CV et qui pourrait être évitée, allez, on dirait en 5 minutes ? Alors, il y en a plusieurs, Mathias. La première erreur que beaucoup de candidats font, c'est qu'ils mettent en haut de leur CV leur prénom et leur nom en caractères gras. Ok. Moi, en tant que recruteur, je n'ai pas besoin de savoir comment le candidat s'appelle. J'ai besoin de savoir quel poste il recherche ou quel poste il prétend. Donc, vaut mieux un titre de poste en haut de CV plutôt qu'un nom et un prénom. Si ensuite j'ai besoin de trouver votre nom et votre prénom, sachant que très souvent je l'ai déjà en amont, j'irai le chercher avec vos coordonnées, adresse, numéro de téléphone, mail. Mettez votre nom et votre prénom à cet endroit-là. Et je dirais l'autre erreur que font les candidats, c'est qu'ils ne parlent pas d'eux sur leur CV. Ils indiquent le poste auquel ils prétendent, ils parlent de leur expérience, mais il y a très rarement un résumé de qui ils sont et de ce qu'ils peuvent apporter à l'entreprise. Et la troisième erreur, ou la troisième proposition que je pourrais faire aux candidats, c'est dans chacune des expériences, il n'y a peut-être qu'une ou deux expériences qui intéressent le recruteur. Donc, accentuer le développement de ce paragraphe-là. Il vaut mieux développer ce paragraphe-là plutôt qu'un autre, et principalement en mettant
des enjeux, des actions menées pour tenir ces enjeux et surtout les résultats obtenus. Ce qu'on cherche à savoir, c'est si par rapport à des enjeux qui ont été proposés aux candidats lorsqu'ils étaient en poste, ça a été mené correctement et quels sont les résultats qui ont été obtenus. Ouais, du concret et en fait de ce que je comprends, au-delà des expériences, on pourrait simplement dire où on a travaillé et pour qui, c'est surtout de dire factuellement ce qu'on a fait, ce qu'on a exécuté et les compétences qu'on a acquises lors de ce poste-là. Tout à fait. Très souvent aussi les candidats sur les CV, dans les différentes expériences qu'ils ont, mettent des listes de tâches. Je vais te prendre un exemple concret qui va parler à tout le monde. Très bien. Quand on parle des commerciaux et des vendeurs, oui. Un commercial qui a une expérience dans une entreprise va marquer dans les actions ou ce qu'il a fait, gestion de portefeuille client. Ouais. Je vais te dire tout simplement, heureusement qu'un commercial sait gérer un portefeuille client. En quoi cette information va apporter de la valeur à un recruteur? En rien. Mais c'est marrant, alors je vais faire un parallèle avec du référencement naturel, tu sais, quand on crée un site web, parce que de ce que tu dis, en fait, il faut, au-delà de mettre un nom-prénom, ce qu'on peut apparenter à l'auteur de l'article d'un blog par exemple, on a une intention de recherche. Donc là, l'intention de recherche du candidat, c'est concrètement sa recherche, son poste. Donc de ce que je comprends, il faudrait même personnaliser le CV en fonction de sa recherche. Et puis derrière, c'est en fait, comme j'ai envie de dire tout secteur d'activité, tout humain, on a besoin d'un résumé très court pour savoir si effectivement on a la bonne personne, la bonne information. Enfin, en fait, peu importe la recherche, on a besoin de savoir très rapidement ce dont on a besoin. Donc là, c'est ce que tu véhicules, en tout cas, c'est ce que tu dis sur le CV, sur l'intention d'un CV. Tout à fait, Mathias. Ok, très bien, c'est clair. On a parlé de la première phase, on le sait, le CV c'est important, en tout cas pour séduire la personne qui est en face de nous, que ce soit un recruteur ou une entreprise qui recrute. Mais est-ce qu'un candidat qui semble en tout cas excellent peut perdre toutes ses chances dès les 2 premières minutes d'un entretien? Et si oui, pourquoi? Le candidat peut perdre ses chances dès le démarrage de l'entretien. D'accord. La première raison peut être la posture. Un candidat qui va venir trop détendu, un candidat qui ne va pas venir avec de quoi noter des éléments d'échange, un candidat qui n'aura pas des questions avec lui, peut perdre rapidement toutes ses chances sur un début d'entretien. Donc il suffit de quelques secondes. On dit toujours quand on est dans une rencontre, et plus particulièrement dans une première rencontre client, c'est souvent les 30 premières secondes qui déterminent si, oui ou non, le matching va pouvoir se faire avec la personne qui est en face de toi. Que ce soit un entretien d'ailleurs ou tout à fait. Une rencontre quelconque. Et c'est la même chose dans un entretien candidat. Ce sont souvent les 30 premières secondes. C'est la façon dont le candidat s'installe pour l'entretien. Est-ce qu'il est dans un mode entretien ou est-ce qu'il est dans un mode détente? Je viens uniquement voir ce qu'il en est et potentiellement si peut-être cette opportunité peut m'intéresser. Donc plutôt le non-verbal. Le non-verbal joue beaucoup et de voir s'il a de quoi noter et de voir s'il a des questions à poser. Donc déjà une trame de questions à poser au recruteur et donc à moi lors de l'entretien. C'était l'une de mes questions qui allaient suivre. Effectivement, toi personnellement en tant que recruteur pro, tu regardes si le candidat qui vient te rencontrer a des questions sur l'entreprise. Donc toi, alors, en l'occurrence, ce serait ton client, mais tu regardes si il s'est intéressé au préalable à l'offre d'emploi et si du coup il a des questions à ce sujet. Tout à fait. S'il s'est intéressé à l'offre d'emploi, s'il s'est intéressé à l'entreprise, s'il s'est intéressé aux personnes qui constituent les équipes de l'entreprise. Ça, c'est important. D'accord, très bien. Alors, autre question. Aujourd'hui, on le sait, quand une offre d'emploi est publiée, elle va être potentiellement publiée sur différents sites d'emploi et donc il y a énormément de candidatures pour une seule offre. Est-ce que toi, personnellement, quand tu es amené à recruter, en tout cas amené à écouter tous ces candidats-là, il t'est déjà arrivé, malgré une multitude de candidats, de savoir dès les 30 premières secondes que ce candidat-là, précisément, était le bon pour l'offre d'emploi de ton client? Ah oui, bien sûr. Comme à l'inverse, les 30 premières secondes sont déterminantes pour savoir si ce n'est pas le bon candidat, il arrive, effectivement, et plus souvent qu'on peut le penser, qu'on détermine, qu'on identifie qu'un candidat est le bon candidat qu'on a en face de soi. Ok. Ce qui va permettre de définir ça, ça va être sa façon d'introduire sa présentation.
c'est ce qu'on avait dit dans un de nos échanges, comment l'entretien va débuter avec le candidat et comment le candidat va parler de son expérience. Est-ce qu'il va parler de la première expérience qu'il a eue en sortant de l'école, sachant qu'il peut avoir 15, 20, 25 ans d'expérience, ou est-ce qu'il va tout de suite aller sur l'expérience qui intéresse la personne qui est en face de lui, et donc le recruteur. Ok. Et alors toi, est-ce que tu aurais une anecdote d'un candidat ou d'une candidate qui t'a marqué justement lors de ces 30 premières secondes pour qu'on puisse se représenter comment ça s'est passé? Alors oui, Mathias, bien sûr que j'ai une anecdote et c'est une anecdote que j'aime bien reprendre. Okay. C'est un candidat arrive à un entretien et me donne le sommaire de l'entretien qu'on va avoir. Me dit voilà, l'entretien qu'on va avoir va débuter avec ce point 1, puis ce point 2, puis ce point 3. C'est lui qui a posé le cadre. C'est lui qui a posé le cadre de l'entretien. Et donc, ce genre de cadre-là, c'est quelque chose que j'apprécie. Parce que je sens que j'ai quelqu'un qui est en face de moi, qui va pouvoir mener un échange, qui va savoir aller là où il veut et quand il veut. Et ce n'est pas forcément moi qui vais mener l'échange, c'est le candidat qui va aussi apporter le rythme que lui souhaite avoir. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'on va le voir plus tard dans l'échange qu'on a aujourd'hui. Mais typiquement, on a tous passé des entretiens et au départ, on se dit qu'effectivement il faut préparer des questions, mais surtout on se prépare aux questions qu'on va pouvoir nous poser. Et on est vachement je trouve dans cette posture où il y a le recruteur, où il y a le RH, le DRH, le décideur. Et c'est pas qu'on est inférieur, mais en tout cas, on subit cet entretien-là. Alors que de ce que tu dis, là cette personne est venue te voir en te disant voilà comment ça va se passer, en tout cas voilà comment moi je vais procéder pour l'échange, pour que toi, recruteur, tu comprennes qui je suis. Bien sûr. Alors, notre rôle en tant que recruteur est aussi de mettre à l'aise les candidats. Il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, tu as entre 75 et 80% des candidats qui arrivent stressés en entretien. Donc, si tu fais correctement ton métier, la première chose est de pouvoir mettre le candidat à l'aise et de lui faire comprendre qu'il n'est pas là pour jouer sa vie. Il est simplement là pour venir rencontrer un recruteur qui l'a identifié et qui estime qu'il peut déjà répondre à l'opportunité que recherche son client. Et alors, tu mets à l'aise les candidats, ça je l'entends, et bravo pour ça, parce qu'effectivement, je pense que pour tout le monde, c'est une vraie étape. Enfin, tu le dis, 80% c'est quand même une grosse majorité des personnes. Mais à l'inverse, est-ce qu'il y a un détail qui, dès le départ, te fait penser que ça ne va pas le faire avec la personne qui est en face de toi? Le détail qui va faire que nous, recruteurs, et plus particulièrement moi, vais définir que ce n'est pas le bon candidat, c'est encore une fois le non-verbal. C'est comment le candidat va se tenir face à moi. Est-ce qu'il va être motivé par l'opportunité pour laquelle il candidate? Est-ce qu'il est simplement venu à cet entretien pour voir? C'est vraiment l'enthousiasme qui va porter. C'est ce qu'on va ressentir en début d'échange sur l'intérêt que porte le candidat à l'opportunité pour laquelle il a postulé. Alors on parle de l'intuition, en tout cas des 30 premières secondes quand tu rencontres quelqu'un, pour voir si c'est très codifié aussi, des fois ça peut être un peu freestyle. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir une mauvaise impression avant ces 30 premières secondes et en réalité au cours de l'entretien te rendre compte que non, effectivement c'était qu'une première impression, mais que le candidat ou la candidate qui est en face de toi est vraiment une personne intéressante par rapport à l'offre d'emploi que tu as proposée? Alors, dans le milieu du recrutement, il y a une chose dont on parle souvent, ce sont les biais cognitifs. Lorsqu'on rencontre une personne, que ce soit lors d'un entretien de recrutement ou dans la vie de tous les jours, il y a des biais cognitifs qui s'installent, sachant qu'il faut quand même savoir qu'il y a plus de 200 biais cognitifs qui existent aujourd'hui. Donc, la première impression que tu peux avoir d'un candidat lorsqu'il rentre en entretien, sur sa tenue vestimentaire, sur son apparence, peuvent jouer en défaveur. Donc l'important pour un recruteur est de faire abstraction de tous ces biais et de vraiment rentrer dans un process d'entretien pour aller chercher l'expérience, les compétences qui pourront être mis en valeur auprès de l'entreprise qui recrute et qui pourront faire que ce candidat-là sera recruté demain par nos clients. En réalité, c'est vraiment son objectif numéro 1 au recruteur, de vraiment découvrir en profondeur qui est la personne et surtout en quoi elle va, qu'est-ce qu'elle va apporter à l'offre d'emploi, à l'employeur qui cherche.
C'est tout l'objectif d'un entretien, Mathias. C'est effectivement créer un échange. Alors, cet échange doit être bidirectionnel. Ouais. Il ne doit pas simplement être un monologue d'un côté ou de l'autre. À un moment donné, il faut créer de l'échange. Et le conseil que je pourrais donner aux candidats, c'est créer de l'échange, créer de la dynamique avec le recruteur avec qui vous échangez, justement pour ne pas avoir un monologue, soit par vous, soit par le recruteur. Super, eh bien merci pour ce conseil Gilles. Alors il y a beaucoup de mythes, on le sait, côté candidat, en tout cas quand on est candidat côté entreprise, on pense très souvent qu'un recruteur, qu'une entreprise cherche un mouton à 5 pattes. Est-ce une réalité ou est-ce un mythe? Je veux que tu nous répondes, Gilles, s'il te plaît, aujourd'hui. Alors, ce n'est ni une réalité ni un mythe. Ok. Oui, des entreprises recherchent des candidats qui peuvent être complexes. Ouais. Mais c'est notre rôle en tant que recruteur de faire comprendre à l'entreprise que le profil recherché ne sera pas forcément le profil qu'on pourra trouver. Je vais te prendre un exemple d'une entreprise que j'ai rencontrée il y a 2 ans maintenant. Okay. C'est une entreprise d'ailleurs sur la Côte d'Or, hein, dans les environs de Beaune, qui recherchait une personne en charge de l'activité de gestion de la production de cette entreprise. Lorsque j'ai rencontré le dirigeant de cette entreprise et lorsqu'on a détaillé son besoin et sa recherche, oui. On a parlé de production, on a parlé d'achat, on a parlé de supply chain, on a parlé de gestion des fournisseurs, de gestion des partenaires. Alors oui, cette entreprise-là cherchait un mouton à 5 pattes. Une multitude de missions. Là, Une multitude de missions. Là où normalement il aurait fallu peut-être 2 voire 3 candidats, ouais. Lui n'en voulait qu'un seul. Okay. Oui, on est dans une mission où l'entreprise cherche un mouton à 5 pattes. Mais mon rôle a été de dire à l'entreprise que un candidat avec autant de missions serait impossible à trouver. Ouais. Et donc d'essayer de diviser toutes les tâches sur 2 voire 3 recrutements et voir comment on pouvait gérer ces recrutements dans un calendrier qu'on a construit. Et j'en profite pour faire le lien avec Ilajo parce que ce que tu dis, c'est, je pense, un des problèmes aujourd'hui sur les plateformes qui existent parce qu'une entreprise qui poste une offre d'emploi n'est pas forcément apte à réellement savoir, en tout cas comprendre le cahier des charges dont elle a besoin. En tout cas, si elle le sait, si elle a connaissance de ce cahier des charges plutôt, elle ne sait pas forcément l'exprimer. Et donc c'est super important qu'il y ait donc un recruteur, c'est d'ailleurs pour ça qu'on dit qu'on digitalise le métier de recruteur, mais qu'il y ait une personne physique pour aller au contact de cette entreprise, comprendre le besoin et donc le retranscrire à travers une offre d'emploi pour que ça corresponde à un vrai besoin marché. Parce qu'au final, des moutons à 5 pattes, je ne suis pas convaincu que les candidats sont vraiment intéressés par ce type d'offre. Alors je te confirme, ils ne sont pas intéressés. Ouais. Ce qui est important pour une entreprise, quelle que soit sa taille, alors quand on va dans les entreprises de taille plus ou moins importante, on les a, mais c'est de créer une fiche de poste. Et si l'entreprise n'a pas de fiche de poste, aujourd'hui sur les sites comme France Travail, sur les sites de l'APEC, on va trouver des exemples de fiches de poste dont on va pouvoir s'inspirer pour créer sa fiche de poste correspondant à l'intitulé de la personne qu'on veut recruter demain. Alors côté candidat, on a balayé le sujet du CV, on a aussi évoqué la partie entretien. Tout à l'heure, tu parlais de 80% des candidats stressés à l'arrivée d'un entretien. Souvent, on dit de préparer cet entretien-là, on pense à des choses classiques. Est-ce que toi, tu le ressens quand des candidats ont préparé des réponses typiquement, si on va mettre sur Google top 10 des questions lors d'un entretien, tu ressens qu'il y a eu cette recherche et donc qu'il y a des réponses vraiment bateau type et est-ce que ça les dessert au final? Alors je ne dirais pas que ça les dessert. Aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse dans un candidat qui a préparé ses réponses à des questions types qu'on peut poser, telles que tu évoques, moi, ça va démontrer que le candidat a préparé son entretien. Ok, donc c'est positif. C'est très positif. Okay. Alors, effectivement, il faut réussir à personnaliser les questions. Il faut personnaliser les réponses. Ouais. Ça, c'est important. Autant un recruteur va préparer sa trame d'entretien de recrutement grâce à l'intelligence artificielle et ensuite va personnaliser la trame d'entretien, autant le candidat peut, et je dirais même doit utiliser l'IA
pour préparer son entretien. Et si je sens qu'un candidat arrive en entretien et qu'il a préparé notre échange, c'est vraiment un point positif. Très bien, c'est clair. Donc du coup, oui, pour les questions bateau, alors c'est pas péjoratif, mais je mets bien des guillemets à bateau, en tout cas les questions qu'on peut trouver sur le net ou effectivement avec l'IA. Maintenant, venir challenger ces questions, notamment avec l'IA, pour les personnaliser par rapport à l'offre d'emploi pour laquelle on vient au rendez-vous. Tout à fait. Ok, c'est clair. Alors, pour que ça soit clair pour tout le monde, ton métier de recruteur, c'est de trouver des candidats pour des offres d'emploi. C'est des offres d'emploi que tu as trouvées par tes clients. Donc, ce n'est pas pour ton compte à toi, pour ton entreprise. Quand tu réussis à trouver des candidats pour une offre d'emploi, comment tu les amènes à tes clients? Comment tu les présentes? Et qu'est-ce qui va faire que ton client va choisir tel ou tel candidat dans cette shortlist que tu lui as présentée? Il y a deux aspects. Le premier aspect qui va déterminer le choix de mes clients d'un candidat par rapport à un autre va d'abord être la partie compétences et expérience. Est-ce que le candidat va pouvoir répondre, même s'il n'a pas travaillé dans des entreprises du même domaine d'activité que mon client, ce n'est pas un problème. C'est de mon client de comprendre si, grâce à ses expériences et ses compétences, il va pouvoir comprendre mon métier. Et la deuxième raison, qui est la raison, je dirais, principale qu'on va retrouver aujourd'hui, et que les entreprises évoquent avec moi, c'est la notion de matching avec l'équipe. J'en parlais encore vendredi dernier avec une entreprise que j'ai contactée. J'ai échangé avec sa dirigeante et elle m'a dit, moi aujourd'hui ce qui est important, au-delà des compétences et de l'expérience, c'est aussi de comprendre si le candidat demain va matcher avec l'équipe de mon entreprise, comment va se passer son intégration, est-ce que mon équipe va l'accepter, est-ce que lui va accepter mon équipe, et c'est ce qui va faire demain la performance de l'équipe avec l'intégration de cette nouvelle personne. Clairement, voilà, tu prêches un convaincu. Je suis convaincu qu'au-delà de la partie entretien, de la partie compétences, ce qui fait qu'on passe une période d'essai, c'est en majeure partie, effectivement l'efficacité dans le travail, mais c'est surtout comment ça va se passer avec l'équipe. Parce qu'en réalité, si dans le quotidien ça se passe mal, que ça soit côté candidat, en tout cas du nouveau recruté, ou côté équipe, forcément ça ne peut pas bien se passer. Et donc du coup, il va y avoir un clash et il va y avoir une période d'essai qui seront prématurément. Tout à fait. Est-ce que tu aurais une anecdote d'une entreprise qui avait un besoin bien particulier et qui au final a réussi à accepter un candidat que tu lui as présenté qui ne correspondait pas spécifiquement à ce cahier des charges? Je vais te parler d'un retour d'expérience, pas forcément avec un de mes clients, mais avec un candidat que j'ai accompagné. Je n'étais pas missionné par une entreprise pour recruter, mais c'était plutôt un accompagnement d'un candidat à se repositionner sur le marché de l'emploi. D'accord. En fait, c'est une personne que je connais aujourd'hui très bien, qui a vécu pendant 25 ans dans le milieu de la restauration. Il a d'abord travaillé dans le milieu du vin, au national, à l'international, puis ensuite dans le milieu de la restauration. Il a acheté un établissement hôtelier de restauration. Et cette personne s'est complètement reconvertie dans le milieu de l'assurance. En fait, aujourd'hui, il accompagne des personnes particuliers ou professionnels à construire leur offre de service, à construire une offre de service en termes de protection sociale. Donc, il a complètement basculé du monde de la restauration dans un métier qui était complètement nouveau. Donc, il a dû apprendre tous les nouveaux codes, le nouveau fonctionnement, a dû comprendre qui était l'équipe avec qui il avait travaillé, alors que lui dirigeait des équipes avant. Là, il s'est intégré au sein d'une équipe. Et donc, je pense que c'est une vraie leçon de vie que de dire à un moment donné, je peux changer de métier, mais après, tout dépend comment je vais réussir à m'adapter à ce nouveau métier et à l'environnement dans lequel j'arrive. Ouais, là, de ce que tu nous expliques, c'est une vraie preuve de réussir à rebondir au final sur en tout cas une transition de vie professionnelle nette. Tout à fait. Entre les deux métiers, c'est clair qu'il y a une vraie fracture. Alors, pour terminer cet échange qu'on a aujourd'hui, je voudrais qu'on parle concrètement de tips qu'on va pouvoir donner à ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il y aurait une question, pas deux, mais bien une,
je mets un point d'honneur là-dessus, une question qu'un candidat devrait poser ou pourrait poser lors d'un entretien pour se différencier des autres? Alors oui, pour moi, il y a une question à poser dès le départ. On parlait de s'intéresser aux personnes avec qui on va échanger. Donc moi, j'invite tous les candidats qui viennent en entretien, que ce soit avec un recruteur ou avec l'entreprise, d'aller consulter le profil LinkedIn de la personne avec laquelle on a un entretien. Et la première question que je lui poserai, c'est je lui poserai une question sur son expérience professionnelle, ce qui va permettre de démontrer que je me suis intéressé à lui en allant regarder son parcours professionnel. Donc ton conseil, c'est d'aller sur LinkedIn, de consulter le profil de la personne avec qui on va s'entretenir et de parler de l'une de ses expériences. Au final, s'intéresser à cette personne-là. Tout à fait. Très bien, c'est clair. Merci d'avoir respecté ma consigne. Et dernière question. Alors, tu as partiellement répondu là en parlant du conseil parce qu'on parlait de… Enfin, en tout cas, tu as émis une question. L'idée, c'est de donner un seul conseil, idem, même consigne, pas deux conseils, mais un seul conseil pour aider les candidats et candidates qui nous écoutent ou qui nous regardent aujourd'hui dans leur futur entretien ou dans leur futur process d'embauche. Si j'avais un conseil à donner pour mener l'entretien de recrutement, c'est parler de ce qui intéresse la personne qui est assise en face de vous. Quand vous présentez votre parcours professionnel, ne déroulez pas classiquement votre CV. Posez la question de savoir si le recruteur qui est en face de vous est intéressé par un élément précis de votre parcours professionnel et s'il ne vous répond pas, présentez l'élément de votre parcours, la période de votre parcours professionnel qui est le plus en lien avec le poste pour lequel vous candidatez. C'est clair. Merci d'avoir encore une fois respecté cette consigne parce que je pense que c'est aussi intéressant pour ceux qui nous regardent d'avoir du factuel, d'avoir du concret et derrière cette vidéo pour appliquer directement tes conseils. Merci Gilles de nous donner de ton temps tous les vendredis pour qu'on puisse faire ce format vidéo qui prend du temps, il faut l'avouer. Merci à vous de nous écouter, de nous regarder toutes les semaines, le vendredi à 18 h pour rappel, où nous sommes présents donc sur YouTube, mais également en format écoute podcast sur Spotify, Apple Podcasts et Deezer. On se retrouve donc vendredi de la semaine prochaine à 18 h pour un nouveau sujet. Et en attendant, on vous dit bon week-end. Bon week-end, à bientôt Mathias. À bientôt Gilles.